Bienvenue dans votre émission L'Afrique en partage, c'est le 39e numéro. Quel potentiel de développement pour la finance islamique en Afrique? C'est le thème de ce numéro que j'ai le plaisir de co-présenter avec ma consoeur Nejma Ronde de Radio M. Comment ça va Nejma? Bonjour, ravi de vous retrouver après un bel été. Voilà, il fait beau à Alger? Non, aujourd'hui un peu nuageux. Voilà, de la grisaille dans la capitale algérienne. Et notre invité est citoyen du monde, africain et fier de l'être. Il a sillonné la planète pour exercer son métier de banquier. Aujourd'hui, il est expert, consultant en finance islamique et il connaît bien le monde de la finance africaine. Belkacem Boutaye, bonjour. Bonjour. Alors, au préalable, on dit finance islamique ou finance alternative? Je dis finance islamique. D'autres disent finance alternative, finance participative, coopérative, solidaire. On n'a pas besoin d'être musulman pour être éthique. Et j'ai eu la chance d'apprendre l'éthique et la rigueur dans une banque américaine pour laquelle j'ai travaillé en début de carrière. Mais le fait qu'elle soit islamique ne dérange pas du tout, bien au contraire. Elle n'est pas réservée aux musulmans? Pas du tout, elle est ouverte à tous les citoyens du monde pour peu qu'ils adhèrent aux concepts et aux préceptes de la finance islamique. Et sinon, quand est-ce que la finance islamique a traversé la mer Rouge pour offrir ses produits et services aux Africains? Je dois revenir à la création de la première tentative de banque islamique qui s'appelait la Banque du Village en Égypte. Les Égyptiens ont été précurseurs dans ce domaine, malheureusement non structurés avec tous les aléas de la mauvaise gouvernance. Il faut attendre 70, la création de l'organisation de la conférence islamique, 3 ans après la naissance de la Banque islamique de développement, avec des organismes d'appui comme l'ICESCO, oui. Qui est l'UNESCO pour le monde islamique, qui a son siège à Rabat, le Centre islamique de développement du commerce, qui a son siège à Casablanca, la Chambre de commerce islamique, qui a son siège à Karachi. Et puis la Banque islamique de développement, depuis, a créé des filiales spécialisées pour le développement du commerce interislamique et pour le développement du secteur privé. C'est en 1975 que Dubaï a créé la première banque islamique structurée, la Dubai Islamic Bank. Et c'est en 1981 que le prince Faisal, le fils du roi défunt Faisal d'Arabie, a créé aux Bahamas et à Genève le groupe Dar al-Mal al-Islami, qui était le premier groupe structuré, financier et bancaire islamique. J'ai eu la chance de travailler pour ce groupe en qualité de directeur de l'international. Et à cette occasion, j'ai été aussi le coordinateur général de l'implantation des premières banques islamiques en Afrique de l'Ouest. Et donc j'ai eu l'honneur de participer à la création des 3 premières banques islamiques en Afrique, en dehors bien sûr du Soudan et de l'Égypte, et c'était en avril 84, au Sénégal, en Guinée-Conakry et au Niger. En 82, il y a eu la création d'un autre grand groupe islamique qui s'appelle El Baraka et qui va être le partenaire de la BMCE bientôt au Maroc pour une des 3 premières banques islamiques qui sont prévues. Et justement, quand on parle de finance islamique, est-ce que ça doit obligatoirement être adossé à une banque islamique? On parle de banque islamique qui est simplement l'outil de l'économie islamique en tant qu'économie structurée, comme l'a été le capitalisme, le socialisme, le communisme, oui. Et tous ces systèmes qui ont finalement... On se souvient de la grande crise internationale de 2008 qui ont montré leur épuisement. Et les banquiers américains ont été les premiers à reconnaître que seule la finance islamique aurait pu sauver le monde de cette crise financière internationale, qui est en fait une crise de valeur et une crise d'éthique, de conscience et d'éthique. Oui, tout à fait. Mais sinon, il y a des exemples de banques non islamiques qui proposent des produits de la finance islamique. Tout à fait, tout à fait. Même dans les pays du Golfe, on a commencé par ouvrir ce qu'on appelle des Islamic Windows, des fenêtres islamiques. On l'a fait au Pakistan pendant longtemps. On le fait encore à Londres. Juste au passage, vous savez que dans la cité de Londres, il y a 6 banques islamiques, entièrement islamiques, et il y a 20 banques conventionnelles qui offrent des fenêtres islamiques. Par contre, un pays comme le Soudan, comme l'Iran, sont des pays dont le système financier est totalement islamisé. Nejma ?
Oui, moi je voulais revenir sur El Baraka Bank parce que c'est aussi donc l'une des plus anciennes banques islamiques installées en Algérie et l'une des seules en fait puisque c'est assez peu développé en Algérie. Il n'y en existe que deux à ma connaissance, sauf si tu as plus de précision parce que et donc voilà, donc c'était juste rappeler effectivement que le groupe El Baraka est le plus ancien en Algérie et l'un des pionniers dans le développement de cette finance en Algérie. Et je voulais aussi avoir une précision, enfin une question sur différence, parce que j'ai vu aussi qu'il y avait des organismes d'assurance qui proposaient donc des produits dits de finance islamique. Alors voilà, quels sont en fait, différents types d'institutions qui tournent autour de ce secteur? Oui, d'abord, bonjour Njma, permettez-moi de saluer l'étoile d'Alger. Je suis très ému de vous parler parce que je suis oranais de naissance, donc de belle naissance. Et je suis très heureux de saluer la terre algérienne à travers vous. Concernant, il se trouve que je connais bien le groupe El Baraka, je connais bien le secteur bancaire en Algérie. Je pense que le législateur ou les autorités monétaires et financières avaient fait un mauvais choix que de ce mariage qui, pour moi, pardonnez-moi l'expression, est un peu bâtard, mettant une banque islamique avec une banque, la Banque algérienne de développement rural, qui était la banque la plus mal gérée à l'époque, du moins c'était la réputation. Et aussi le fait que les deux banques islamiques, il y a aussi effectivement, vous avez raison, la deuxième banque, la Salam Bank, travaillent en dehors d'une législation rigoureuse, adaptée à l'économie et à la finance islamique. Ce qui fait que les Algériens, beaucoup, émettent des réserves concernant les banques conventionnelles, qui, à leurs yeux, ne fonctionnent pas très bien, mais ils ont encore beaucoup plus de suspicions pour ces banques islamiques qui travaillent en dehors de règles réglementaires et qui sont en termes de gouvernance dans la confusion d'une association entre une banque étatique et une banque islamique. La banque Al Baraka a fait de meilleures preuves en Tunisie, par exemple, où elle a depuis longtemps financé tout le lac de Tunis et qui s'est transformée depuis bientôt 1 an et demi en banque de dépôt. Et donc elle est en train d'ouvrir des guichets. Voilà ma réserve en ce qui concerne la Banque El Baraka en Algérie, dont je connais les dirigeants, les fondateurs. Qu'en est-il du Maroc, qui a pris beaucoup de retard, il faut le dire, sur ce volet de la finance islamique? On s'apprête d'ailleurs à autoriser les premières banques islamiques à s'implanter au Maroc, alors qu'il y avait un balbutiement avec quelques produits lancés par certains organismes bancaires il y a quelques années. Alors permettez-moi d'exprimer toute ma tristesse et mon courroux, ma colère, ma déception, de voir que ce Maroc, qui aurait pu être le précurseur de la finance islamique en Afrique, comme il est champion dans la banque conventionnelle. On voit les performances magnifiques de nos 3 grandes banques en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, bientôt. Nous avons pris énormément de retard. Pourquoi ? Parce que il y avait peut-être un lobby bancaire qui avait peur que ce système financier islamique soit de rude concurrence par rapport à la banque conventionnelle. Il y avait peut-être aussi d'autres intérêts occultes, étrangers, qui ne voyaient pas d'un bon œil l'implantation d'une finance participative, etc., qui n'a que des apports positifs. Elle viendra sauver, le terme n'est pas fort, la PME-PMI. Elle viendra peut-être au secours des finances publiques. Elle viendra augmenter le taux de bancarisation. Elle viendra instaurer de manière concrète la culture entrepreneuriale et la relation de confiance, qui sont des préalables dans le traitement du client ou du porteur de projet avec la banque islamique, le préalable de la bonne foi et le préalable de la confiance et de la transparence et de l'éthique.
Donc je ne comprends pas pourquoi le Maroc est le dernier pays musulman à encore résister, à encore traîner la patte pour les banques islamiques. Nous aurions tout intérêt et nous ne pouvons pas être un vrai hub financier pour l'Afrique si nous n'avons pas de société de capital risque encore davantage, si nous n'avons pas de banque islamique, si nous ne pouvons pas élargir le paysage financier et bancaire, si nous ne pouvons pas élargir notre offre de prestations et de qualité et être de vrais leaders de la banque en Afrique et être aussi les porte-parole de ce continent africain qui a besoin de nous pour faire du lobbying, pour lui ramener des investisseurs du Golfe, d'Asie et des diasporas musulmanes en Europe et aux États-Unis et au Canada. Vous avez parlé des 3 premières banques marocaines. Ces banques sont en train d'ailleurs de sceller des alliances avec des groupes du Golfe, notamment des pays du Golfe, pour le lancement de leur filiale islamique, filiale de finances participatives. Tout à fait, avec une précision, c'est que je crois que le groupe Tajiri Wafa Bank ne prend pas de partenaires étrangers. Ils vont demander un agrément de banque islamique au nom de Dar Safa, qui existe déjà. Qui existe déjà, mais c'est une société de refinancement filiale de Tajiri Wafa Bank. Maintenant, elle va être restructurée, le capital va être structuré, etc. Et donc, on va, je pense, tout changer, les statuts, etc. Et donc, en faire une vraie banque islamique. Par contre, le groupe BMCE, oui, c'est officiel, il s'allie avec le grand groupe Al-Baraka pour créer donc une banque qui portera le nom d'Al-Baraka. C'est nécessaire ? C'est-à-dire ce modèle développé dans les pays du Golfe ? Vous voulez dire que c'est nécessaire. Les banques islamiques sont nécessaires ? Est-ce que les groupes marocains ont besoin de cette expertise pour se lancer dans ce créneau ? Oui, ils ont besoin d'expertise. Ils n'ont pas besoin forcément de l'expertise de ces banques du Golfe. La Malaisie est championne dans la formation, dans la qualité de la quintessence. Je trouve que les Asiatiques peut-être pratiquent un islam tout à fait serein, modéré, qui nous interpelle et qui, en tout cas, qui force mon respect. Mais le fait de s'associer avec une banque du Golfe n'est pas simplement pour bénéficier de la technique entre guillemets, mais c'est aussi pour apporter, pour instaurer la confiance des investisseurs du Golfe quand ils ont une banque de référence qui est la leur, qui est associée à une banque marocaine, ils vont automatiquement venir en toute confiance. Moi, j'avais une interrogation. Justement, on parlait du cadre législatif et réglementaire donc, qui est mis en place par le législateur pour soit accepter, soit réguler l'activité de la finance islamique. Comme on a de la chance d'avoir un invité qui connaît très bien à la fois le Maroc et l'Algérie, voilà, j'aurais aimé avoir une idée de comment ça se passe dans les pays qui pratiquent la finance islamique et comment justement le Maroc a évolué pour mettre en place ce cadre-là. Et je sais qu'en Algérie, justement, l'absence de cadre légal et réglementaire est dénoncée. Et en fait, bon, apparemment, ça n'empêche pas El Baraka d'exercer et de se développer, mais à l'heure actuelle, il n'existe aucune réglementation dans ce domaine. J'ai envie de dire pour vous faire sourire que El Baraka en Algérie ne travaille qu'avec la Baraka. Il y a beaucoup à faire, mais il y a déjà à restructurer le secteur bancaire conventionnel et toute la problématique de la gouvernance financière et bancaire en Algérie. J'ai la chance de connaître votre nouveau ministre des Finances, qui était pendant longtemps secrétaire général de l'association des banques algériennes, et on en a souvent parlé. Je pense que nous aurions intérêt, Algériens, Marocains et Tunisiens, à nous allier, ne serait-ce que sur ce plan-là, sur le plan économique, bien sûr préalable culturel, et de travailler ensemble. Les banques marocaines auraient beaucoup de choses à apporter à la qualité de la formation en Algérie, dans d'autres pays. Nous formons plein de cadres en Afrique subsaharienne. Et je pense mais ça dépend aussi des systèmes d'économie qu'on choisit. Au Maroc, nous sommes dans un système capitaliste d'économie tout à fait libérale.
où les lois de la libre entreprise sont complètement respectées, ce qui n'est malheureusement pas le cas encore en Algérie. L'Algérie n'est pas encore membre de l'OMC, etc., etc. Il y a énormément d'insuffisances et de carences pour faire évoluer d'abord un système conventionnel, ensuite un système islamique qui n'est autre que basé sur les fondements du capital risque, du capital développement et de la libre entreprise et du capitalisme ouvert. Belkacem Boutayeb, vous avez évoqué tout à l'heure tous les atouts que peut offrir la finance participative au Maroc, notamment sur le volet PME, TPE, mais il y a aussi l'engouement des citoyens, des consommateurs lambda pour ce type de financement. Est-ce que justement vous présagez d'une bonne commercialisation des produits de la finance participative après leur lancement ? Vous savez, j'ai appris à mes dépens qu'à Casablanca, Rabat, Oujda, quand je suis dans un café, on me dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Je ne dis jamais « Je suis expert en finance islamique », parce qu'après je le regrette. Pourquoi ? Je dis « Je suis médiateur culturel, je suis banquier simplement ». On me dit « Mais c'est quoi la banque islamique ? Si j'achète un appartement, pourquoi ça coûte plus cher, etc. » Je dis « Mais où est-ce que vous avez été ? Qui vous a dit que c'était plus cher, etc. » Mais ça c'est vrai, par contre. Mais quel vrai ? Il n'y a pas de banque islamique. C'est-à-dire qu'il y a eu des simulations, effectivement, de crédit étalés sur 15-20 ans, et on se rend compte que la finance participative coûte plus cher qu'un financement conventionnel. Mon cher ami, je parle à un journaliste intelligent, avisé, sympathique, et je vais vous dire, on ne peut pas condamner ou préjuger d'un système qui n'a pas encore été expérimenté au Maroc. Mais on a des produits qui existent. Ce sont des produits alternatifs, c'était des lignes de financement qui étaient mises à la disposition des 3 banques marocaines par la Banque islamique de développement pour faire une première expérience. Malheureusement, on n'a pas du tout... ni communiqué, ni fait le travail de vulgarisation, ni de formation, etc., etc. On a tué un peu l'enfant dans l'œuf pour différentes raisons. Peut-être qu'une première banque islamique va venir pour le financement d'appartements ou de voitures, etc. Peut-être le coût sera légèrement plus cher au départ, la première année, deuxième année, etc. Mais le bébé va grandir et quand il y aura 2, 3, 4 banques islamiques au Maroc, il y aura un marché interislamique marocain, ensuite maghrébin, ensuite africain, etc. Ces banques pourront s'entraider, se solidariser, travailler ensemble, etc., etc. Et nous n'aurons aucun problème, je n'ai aucun souci pour convaincre les investisseurs de ces banques-là à se contenter de marges beaucoup plus modestes de façon à concurrencer les banques conventionnelles et à prendre leur part de marché. C'est-à-dire que vous nous dites que la masse et les années d'exploitation feront que la finance participative sera plus concurrentielle que la finance conventionnelle. Au fil des années, elle sera concurrentielle, je ne dis pas plus concurrentielle, mais elle prendra sa part de marché. Vous savez, dans les pays du Golfe ou en Malaisie, qui sont les champions de la finance islamique, on est à peine à 30% maximum de parts de marché. Oui. Ce que je dis, c'est que moi, je ne vois pas simplement l'apport pour le citoyen lambda pour acheter une maison ou pour acheter une voiture. Je vois l'apport pour les finances publiques. Je vois l'apport pour l'économie du pays. Je vois l'apport pour la PME-PMI. Je vois l'apport pour la bancarisation. Je vois l'apport pour laisser le choix, la liberté, la démocratie aux citoyens de choisir le système qui leur convient, de ne pas leur imposer un système. Et à partir de là, si la présomption ou le préalable de bonne foi, de confiance, de transparence et d'éthique sont réunis, à ce moment-là, la main dans la main, avec les autres banques conventionnelles, les deux systèmes se mettront au bénéfice, au service de l'économie du pays, de la région, du Maghreb, de l'Afrique, etc., etc. Chacun aura sa part de marché, comme aux États-Unis, comme à Londres, comme ailleurs. Pourquoi vouloir se garder une part de gâteau ? Le gâteau va tourner, va dépérir, etc., etc., et personne ne va en profiter. Il y va de l'intérêt suprême du pays, du pavillon marocain, de la nation.
Nous sommes avec Belkacem Boutayeb, expert en finance islamique et fin connaisseur de la finance africaine. Et cette émission est coproduite avec les radios partenaires de l'Afrique en partage et avec la présence effective à travers la connexion avec Alger de Radio M cette semaine. L'Afrique en partage, deuxième partie avec ce thème: quel potentiel de développement pour la finance islamique en Afrique. Je rappelle que nous sommes en connexion avec Alger, notre consoeur Nijma de Radio M. Rebonjour Nijma. Bonjour. Et notre invité est Belkacem Boutayeb, expert en finance islamique. Alors on parlait justement de ces segments de la finance islamique et en première partie d'émission, Nijma évoquait le volet assurance islamique. Quels sont finalement les segments porteurs en Afrique? C'est plutôt les services bancaires islamiques, l'assurance ou plutôt les obligations compatibles avec les règles de la Sharia? Vous savez, les trois banques islamiques dont j'avais été le coordinateur général et le serviteur existent depuis une trentaine d'années. Elles financent beaucoup d'opérations de Hajj, de l'immobilier, des équipements, voitures, camions et autres, beaucoup dans la microfinance, le négoce, le commerce et la PME-PMI. Mais là encore, je dis préalable, bonne foi et confiance, ce qui n'est pas toujours le cas. Et je dois aussi déplorer un déficit de rigueur de gouvernance dans certaines institutions financières en Afrique, mais aussi ailleurs. Le Takaful, donc l'assurance islamique, avance doucement, d'abord parce que dans la notion de l'islam, l'assurance fait partie de l'incertain. Oui. La compagnie touche des primes régulièrement pendant des années, et puis un beau jour, arrive ou n'arrive pas l'accident. Le sinistre. Et donc le sinistre, et donc le bénéficiaire ou ses ayants droit. Il y a aussi le fait que ces compagnies d'assurance investissent à tout vent, et aussi dans des produits non halal. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de réserves et d'appréhension du musulman lambda par rapport à l'assurance. Il y a une vingtaine de sociétés Takaful en Afrique qui marchent tant bien que mal, beaucoup au Soudan, puisque tout le système bancaire et financier est islamisé. Elles marchent un petit peu en Malaisie, un petit peu, tout petit peu, 1% dans le Golfe. Donc c'est encore, peut-être qu'il y va de la nécessité d'agressivité commerciale de la part des compagnies d'assurance. Et là, on ne voit pas encore les assureurs marocains montrer beaucoup d'intérêt pour le Takaful. Mais il faudrait déjà que la législation le permette. Mais tout à fait. Il y a une loi qui est passée, au Maroc en tout cas, sur le Takaful. Et je pense que nous allons, de la même manière que l'ont fait les banques conventionnelles, nous irons assez rapidement vers la banque assurance islamique. Vers la banque assurance, on n'en parle pas beaucoup, mais moi je vois parfaitement une évolution vers la banque assurance islamique. Oui. De manière intelligente, etc. Tenons compte de ces réserves, de ces considérations culturelles et cultuelles de nos populations. Et les Sukuk ? On dit que d'ici 2020, plus de la moitié des pays africains auront lancé les Sukuk, à commencer par le Nigeria, première économie africaine, la Côte d'Ivoire, le Niger, l'Afrique du Sud. Oui. L'Afrique du Sud a lancé un Sukuk de 500 millions de dollars. Elle a eu 4 fois plus d'offres, 2 milliards de dollars. Incroyable, bravo l'Afrique du Sud, c'est magnifique. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire va suivre. Le Sénégal, l'année dernière, ils avaient lancé un Sukuk. Ce sont des obligations, donc c'est le marché obligataire, adossé à des actifs tangibles, dont la rémunération dépend de la performance de ces actifs tangibles, et non pas du temps écoulé, notion d'intérêt, etc. Quoique, le Sukuk qui a été lancé par l'Afrique du Sud prévoit une rémunération minimale à 3,9% pour attirer justement les souscripteurs qui viennent beaucoup de pays du Golfe, mais aussi de Malaisie. Le Maroc ? Le Maroc.
le Maroc, je ne sais pas s'il a une intelligence sélective, mais des fois je suis surpris qu'on ne prenne pas les devants. On doit prendre les devants. Nous avons des financiers redoutables, des banquiers formidables, ouais, mais je ne sais pas. Mais il y a un hic quelque part. Nejma Rondeleu, Oui. la ligne est à vous. Oui, très bien. Voilà, pour revenir en termes de rentabilité, parce que si quand même, même si on parle de finance islamique, il y a quand même des retours sur investissement, voilà, un fonctionnement, un développement qui doit se faire. En termes de participation dans la finance mondiale, que représente la place de la finance islamique et comment en fait on pourrait s'inspirer des expériences réussies dans les pays africains pour que ce créneau puisse se développer quand on aura assaini notre système bancaire, quand une législation sera mise en place. Mais on voit bien la nécessité de financer l'investissement, surtout avec la chute du prix du pétrole en Algérie. On cherche voilà, des moteurs de croissance et des activités à financer pour la production. Donc la banque a toute sa place à jouer. Les banques publiques sont amenées à participer à ce financement. Mais si d'ici quelques années, la finance islamique se développe, voilà, quelle part elle pourra jouer? Nejma, je serai le premier Marocain à accourir pour être le serviteur de la finance islamique en Algérie et pour aider ma belle Algérie que j'aime, que je sacralise, que je vénère et dont j'embrasse le drapeau pour aider justement à cette restructuration. Je rappelle, vous avez raison, la Banque islamique gagne de l'argent. La Banque islamique n'est que l'intermédiaire entre l'investisseur initial et le porteur de projet. Et la Banque islamique a tout intérêt à ce que le porteur de projet soit bien conseillé, ce qu'elle fait elle-même. Elle est conseil, elle est mentor, elle accompagne le porteur de projet à réussir le projet de façon à ce que l'investisseur ait une rémunération satisfaisante, que le porteur de projet ait une prime de bilan en plus de son salaire, son fonds de roulement, etc. La banque prend sa marge d'intermédiation. Chacun des trois partenaires paye ses impôts, donc l'État y trouve son compte. Oui. Chacun paye sa zakat, les pauvres y trouvent leur compte. Et idéalement, on devrait laisser un 5-6% pour l'environnement. Bon, je ne dis pas que dans la réalité c'est exactement cela, mais ça c'est les principes. Donc la Banque islamique n'est pas une offre philanthropique, elle doit gagner de l'argent pour son investisseur. Bien. Il est clair que quand on rappelle que l'économie islamique est basée sur la complémentarité des ressources. D'abord sur la solidarité, ce qu'on appelle la solidarité communautaire. Nous sommes musulmans, nous sommes l'Umma al-Islamiyya, une et indivisible à travers le monde. Dans certaines régions, il y a des excédents des excédents financiers, les pétrodollars. D'autres régions comme le Maghreb, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, il y a des excédents de capital humain, des gens qui chôment. Beaucoup de nos universités forment des chômeurs malheureusement. Dans des pays d'Afrique comme la Guinée-Conakry, comme la République démocratique du Congo, c'est des scandales géologiques. Donc il y a des ressources minières qui ont besoin d'être sorties, d'être exploitées, d'être raffinées et de constituer les réserves en or de nos monnaies de singe, etc., etc. Et donc à partir de ce moment-là, nous prenons le Maghreb, ou nous prenons l'Afrique de l'Ouest, ou nous prenons une région marocaine ou algérienne, et dans un esprit de solidarité communautaire entre tous les opérateurs économiques, nous faisons de l'économie solidaire, nous participons. Et puis ensuite, la finance islamique, c'est un partenariat intelligent entre le capital et le travail. Dans l'islam, l'argent ne nous appartient pas, les richesses appartiennent à Dieu. Nous en sommes dépositaires et nous devons les gérer en bon père de famille. Comment ? En trouvant le porteur de projet. Moi, investisseur, je n'ai pas cette capacité. La banque, là, elle a un département d'ingénierie financière, elle a des ingénieurs, elle a des cadres, etc., etc. Donc c'est elle qui va trouver ce porteur de projet. Elle nous met en confiance. Et moi, j'accepte, moi, investisseur, de dire à la banque, gérez-moi cet argent en bon père de famille, mais j'accepte le risque de perte. Trouvez-moi le bon partenaire, etc., etc. Et donc, s'il y a perte, la banque assume la perte au nom de l'investisseur. S'il y a gain, c'est l'investisseur qui prend la grosse part de gain, le porteur de projet prend sa part de bénéfice et la banque aussi prend sa part d'intermédiation.
On a parlé du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie. Qu'en est-il de la Mauritanie, la République islamique de Mauritanie? La République islamique de Mauritanie a eu, dès le départ, avec le groupe El Baraka et notre banque Salam, qui est en Algérie, deux banques islamiques. Maintenant, il n'y en a qu'une seule. L'évolution de la banque islamique a suivi un peu les différents coups d'État. Malheureusement, souvent, la finance islamique est victime ou prise en otage, dire pas complice, mais enfin prise en otage par les aléas politiques. Un jour, dans une conférence à Genève, on m'a dit quel serait l'idéal pour un modèle de banque islamique. J'ai dit ce sont des fonds islamiques gérés par des Américains. J'ai eu la chance de travailler pour la première banque américaine, la Citibank, et dans une banque américaine, il y a de la rigueur, il y a de la bonne gouvernance, il y a le souci de rentabilité, il y a l'éthique, etc., etc. Voilà. Et donc aujourd'hui, une seule banque islamique en Mauritanie. Tout à fait. Il y a un engouement pour les services de cette banque. Deux en Tunisie, deux en Algérie, une vingtaine au Soudan, Nigeria, Libéria, Sénégal, Guinée, Niger bien sûr, j'espère bientôt en Côte d'Ivoire. Et on est toujours sur cette part de marché de 25% moyenne. Non, en Afrique, c'est beaucoup moins. Le 25%, portefeuille est plus réduit. 25%, c'est les Émirats, c'est l'Arabie Saoudite. Donc les pays du Golfe. Le Qatar, c'est uniquement 10%. L'Indonésie, c'est 10%. La Malaisie, c'est 20%. Pakistan, Iran et Soudan, c'est islamique. Donc, voilà un peu. On est à moins de 5%. Vraiment, on est au bas de. Vraiment au bas de l'échelle. Quand on parle de banque participative, on pense tout de suite à ce que l'on appelle le Sharia Board. Et effectivement, c'était une problématique quand le législateur marocain a voulu effectivement acter cette activité. Aujourd'hui, le Conseil supérieur des Ulama au Maroc participe à ces comités. Qu'en est-il des autres pays? Est-ce qu'il y a effectivement un comité qui régule un peu les participations de ces banques, qui veille à ce que leur orientation soit conforme à la charia? Tout à fait. Il est essentiel pour une banque islamique qu'il y ait un organe indépendant, éthique, qui veille à la conformité des produits et services offerts par la banque par rapport à la charia, à la loi musulmane. Dans le groupe bancaire que j'ai servi pendant longtemps, Dar al-Mal Islami à Genève, nous avions notre propre Sharia Board. Et lorsque nous avons créé ces filiales en Afrique de l'Ouest, chaque filiale avait son Sharia Board, mais on retrouvait le tiers des membres du conseil général, qui était donc au niveau du trust, de la holding, qui étaient membres de ces filiales. Moi, je trouve très judicieux et très intelligent de la part du législateur, de la Banque centrale, d'avoir voulu imposer, en tout cas pour un démarrage, un Sharia Board global et central, composé par des membres du Conseil des Ulama, qui, rappelons-le, est présidé par Sa Majesté le Roi, mais aussi par des experts qui ont la technicité nécessaire pour donner le bon avis à ces théologiens, pour dire, voilà, sur le plan technique, nous sommes d'accord, sur le plan, vous, éthique et religieux, vous êtes d'accord, et à ce moment-là. Et donc, c'est un organe centralisateur qui permet aussi à la Banque centrale de voir l'évolution de ces banques dans leur premiers pas, dans leur balbutiement, etc., parce qu'il y aura certainement des aléas et des problèmes de parcours dans la gouvernance initiale de ces banques. Et c'est aussi une garantie, un gage pour les investisseurs? Mais tout à fait, un gage pour les investisseurs, aussi un gage pour les porteurs de projets, de façon à ce que les choses soient dans l'éthique et la bonne gouvernance. L'année dernière, lorsque je vous avais parlé de ce forum des banquiers internationaux qui était initié par la Banque africaine de développement, le responsable de la supervision bancaire marocain est venu nous parler du rôle de la Banque centrale dans l'implantation et le suivi des banques marocaines en Afrique. Et c'est extraordinaire comment les choses sont prises au sérieux et comment nous forçons le respect de nos partenaires africains en termes de bonne gouvernance et de rigueur dans le suivi de l'accomplissement de ces tâches des banques marocaines en Afrique. Alger, c'est à vous.
Oui, j'aimerais revenir sur la formation, puisqu'on évoquait aussi une difficulté de compétence. Je sais que ça a été évoqué comme difficulté en Algérie de trouver les personnes ressources, et puis on parlait de la nouvelle installation au Maroc et comment former les banquiers et les futurs intermédiaires pour ces banques dans la finance islamique. Est-ce que dans les universités maghrébines, c'est enseigné? Est-ce qu'il y a des spécialités qui existent? Comment ça se passe en termes de... Bien sûr, il y a déjà un organisme qui est à Bahreïn qui s'appelle le SIBAFI, qui a lancé depuis quelque temps des masters en finance islamique. Il y a Dauphine, il y a des universités, des écoles privées supérieures marocaines qui ont lancé des masters. Et je sais que nos 3 grandes banques marocaines ont envoyé leurs cadres, beaucoup, à Bahreïn et en Malaisie pour la formation. Et il serait tout à fait judicieux de souffler à l'oreille des autorités monétaires et financières algériennes de créer des instituts avec l'apport d'expertise de Malaisie, de Bahreïn, du Golfe, mais peut-être aussi du Maroc. Faisons de la prospective, si vous le voulez bien. Ces banques africaines championnes sur le continent africain. Elles ont créé, bien entendu, des filiales conventionnelles en Afrique. Est-ce que vous pensez qu'elles vont justement suivre le pas et ouvrir des antennes de finances islamiques dans les pays où les banques marocaines sont présentes? Non, je ne pense pas. En tout cas, je ne pense pas que je serai vivant le jour où elles le feront. Je le souhaite de tout cœur. Mais je pense qu'elles sont très fortes en termes de banques conventionnelles. Encore faut-il qu'ils aient la volonté politique de faire avancer la finance islamique. Je l'espère. Un tout dernier point, Abdelkassim Boutayeb, la microfinance islamique. Est-ce que cette notion commence à prendre dans certains pays? Et puis, est-ce que ça pourrait marcher chez nous? Vous savez, la finance islamique a été initiée au départ, en tout cas en termes de volonté politique, pour soulager les populations défavorisées et les exclus du secteur bancaire. Et la finance islamique est la base de la finance du pauvre, de ses besoins, etc. Malheureusement, on le voit, la microfinance conventionnelle est usuraire. On ne peut plus usuraire, est gravement usuraire. Et c'est dommage. Et la finance islamique, la microfinance islamique se veut solidaire, se veut coopérative et veut utiliser ces concepts de solidarité communautaire pour convaincre le riche d'aider le pauvre. D'aider le pauvre, non pas à lui donner la pièce, non pas à lui apprendre à tendre la main, mais à lui apprendre à créer lui-même de la richesse, de la croissance, de l'emploi à un petit niveau, et de cultiver la dignité de l'homme. C'est très important dans la finance islamique. Nejma Rondeleu, le mot de la fin. Oui, moi j'avais juste une interrogation parce qu'on a beaucoup parlé donc de finances éthiques. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très important, surtout après la crise des subprimes. Voilà, on a vu toutes les dérives d'un système qui spéculait avec ou qui investissait dans des risques. Quelle différence on peut faire à ce moment-là alors entre la finance islamique et tous ces organismes bancaires de microcrédit, de banques voilà agricoles qui sont qui se recentralise sur le local avec des prêts qui ne soient pas justement des taux usuriers qui ne soient pas complètement mirobolants. Voilà, quelle est la ces organismes? Oui, j'ai envie de vous répondre par une petite histoire ou deux petites histoires parce que je suis ému à vous parler, Nejma. Je dis toujours dans mes conférences, si dans la banque conventionnelle, l'argent est le nerf de la guerre, dans la banque islamique, l'argent est le nerf de la paix sociale. On met de l'humanisme, on met de l'éthique, on met de la solidarité, on met de la confiance, on met de l'amour, on met du risque, on met de la fraternité, et c'est la finance islamique. Maintenant, comment chacun utilise l'argent, etc., je raconte l'histoire de 3 copains. L'un était imam, l'autre était curé et l'autre était rabbin. Et autour d'un couscous, ils discutaient chacun qu'est-ce qu'il fait de l'obol, cette petite monnaie que laissent les croyants à la fin au moment de partir.
Et voilà le curé qui dit, moi je sors dans la cour de l'église le dimanche après-midi, je trace un grand cercle et un trait au milieu. Je jette l'argent, tout ce qui tombe à l'intérieur du cercle à droite, c'est pour l'église, tout ce qui tombe à gauche, à l'extérieur, c'est pour moi. L'imam dit, tiens, c'est incroyable, moi aussi je trace un cercle, mais pas de trait. Tout ce qui tombe à l'intérieur du cercle, c'est pour la mosquée. Le reste, c'est pour moi. Et le rabbin qui dit, moi je triche pas avec le bon Dieu. Moi je trace ni cercle, ni trait. Moi je jette, il garde ce qu'il veut. Ce sera le mot de la fin avec cette anecdote.